on ait besoin en sage-femme à l'hôpital que pour la patho. Et que du coup, en fait, tout ce qui relève de la physio soit fait soit par des vacataires, soit par les sages-femmes libérales. Et là, du coup, ça interroge les sages-femmes hospitalières, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des licenciements massifs dans les hôpitaux. Du coup, hein. Il va falloir qu'on en discute sérieusement, parce que j'entends ce que tu dis, et c'est pas du tout idiot d'ouvrir les plateaux techniques aux sages-femmes libérales. Bien au contraire, ça va leur donner la possibilité de faire vraiment leur boulot et jusqu'au bout. On est d'accord. Par contre, quid des sages-femmes hospitalières si toute la physio est faite par la ville ou par des vacations? Il va falloir se positionner, regarder la chose des deux côtés. Après, il s'agit de toujours pareil, hein. Ça c'est pas demain, c'est dans 20 ans. Mais si ça se prévoit pas maintenant, on va encore une fois passer à côté et on va se faire avoir. Maintenant, il ne s'agit pas de faire peur, il ne s'agit pas de dire attention, il n'y aura plus de sage-femme hospitalière sauf que pour accoucher des 26 semaines. Pas du tout. Évidemment qu'il y aura toujours des femmes qui vont choisir d'accoucher dans la structure hospitalière parce que ça les rassure, parce qu'elles ont envie que ça se passe comme ça. Encore une fois, il s'agit de balayer surtout la volonté des patientes. À partir du moment où les femmes ne veulent pas être dans une structure hyper médicalisée, elles veulent être dans une structure plutôt sereine, maison de naissance, qui est très bien. Celles qui sont suivies en ville, qui veulent absolument que la sage-femme qui les a suivies les accouche, très bien. Et puis il y a des sages-femmes qui continueront déjà comme maintenant à être suivies dès le début par une sage-femme à l'hôpital et qui accoucheront à l'hôpital. Mais il faut que vraiment qu'on prenne conscience là dans les 10, 15 ans, 20 ans, que l'articulation va être beaucoup plus flexible sur de la ville, de la maison de naissance, de la technique et de l'hôpital. Et ça, si on ne l'organise pas nous, je vais vous poser une dernière petite question subsidiaire qui est peut-être plus large quand même que simplement la problématique du statut. Mais bon, c'est intéressant de vous avoir pour avoir ces points de vue-là. Grand problème du chômage. On parle beaucoup de chômage pour les sages-femmes. Bon, dans les chiffres, on voit que ça, finalement, ça s'affine. Hein, grand problème du chômage. Par contre, ce qui est très clair, c'est la grande précarité des contrats, les CDD qui s'enchaînent. J'ai entendu dire Béziers, 6 ans pour avoir un CDI, 7 ans même. Les périodes de stagiarisation à rallonge à l'hôpital. Bon, tout ça c'est compliqué quand même. Et on a des sages-femmes qui ont 25-30 ans, qui ne peuvent pas acheter, qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir et notamment dans le lieu dans lequel elles exercent. Qu'est-ce que un statut, un renouveau du statut peut apporter de ce côté-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Quoi qu'il arrive, cette fameuse précarité annoncée sur les statuts médicaux qui finalement là est présent depuis 2-3 ans, pour faire court, peut-être que c'est déjà un peu plus long que ça, chez les fonctionnaires, notamment donc pour les sages-femmes. Le chômage très clairement identifié, ça fait 3 ans. Les CDD, pendant des années, effectivement, donc, le fonctionnariat ne fonctionne plus comme il l'était avant, et comme il l'était peut-être il y a encore 5 ans. Mais là, vraiment, ça s'est complètement précarisé, puisque c'est ce mot qu'on utilise. Moi, je préfère être précaire statutairement dans un statut médical avec un salaire qui me correspond que d'être dans un statut non médical où je ne pourrais rien faire au jour le jour d'exercer les compétences, etc., en tout cas en toute autonomie, avec un salaire qui ne vaudra jamais ce qu'on est et ce qu'on présente. Oui, bien sûr, Caroline, moi aussi, je préfère être riche et en bonne santé que tomber malade, bien évidemment. Mais l'histoire de démantèlement progressif de la fonction publique, bon, ça nous dépasse aussi, hein. C'est la révision générale des politiques publiques, c'est des instructions européennes, enfin bon. Après, chacun a sa vision politique de la chose, et moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, pour rester sur quelque chose de beaucoup plus sage-femme, hein, et puis enlever tout le contexte qui pourtant est très important, puisqu'en fait c'est lui qui en a la cause, je dirais que si on a des chances d'avoir plus de sages-femmes embauchées à l'hôpital, c'est d'abord par la révision des décrets de périnatalité,
il y a quand même une des 4 commissions qui a été ouverte par Marisol Touraine qui doit faire le point sur les décrets périnatales et les remettre à niveau. Donc, pardon? Oui, non, mais ça, bien évidemment, toutes les sages-femmes le réclament, c'est depuis longtemps. Donc, ça, c'est quand même une piste. Donc, c'est à nous à bien bosser dans cette commission pour mettre en évidence le manque cruel de sages-femmes auprès des femmes dans les établissements, surtout quand on tient compte de la fermeture de toutes les petites maternités pour lesquelles il n'y a pas eu de compensation dans les grosses, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde le sait. Et puis, pour nous, clairement, il y a aussi l'accompagnement de la physiologie dans un hôpital. Ça passe par moins de machines et plus de monde. Parce que quand on fait de la physiologie, on est près de la femme et on n'est pas devant des écrans. Donc, moins de machines, plus de monde. Donc, pour nous, c'est une solution pour essayer de faire remonter le nombre d'embauches. C'est ces deux passages-là. Les décrets et la physio. La vraie physio. La vraie physio. C'est pas la salle de naissance physiologique que j'ai vue l'autre jour au rez-de-chaussée où il y a des écrans de surveillance dans la salle nature, quoi. Moi, je saute au plafond quand je vois ça. Parce que là, il doit y avoir une sage-femme qui tient la main de la femme. Il ne doit pas y avoir des écrans. Tu vois, dans une salle nature, c'est impensable. Donc, si on fait vraiment de la physio, il nous faut la sage-femme. Il ne nous faut pas toute la technique pour faire du niveau 3. Voilà. Donc la station médicale n'empêchera pas ça non plus. Donc la réduction de poste, finalement, si on se penche vraiment sur les décrets de périnate et qu'on a enfin de quoi jauger entre le temps médical qu'on passe auprès des femmes et puis la qualité d'accompagnement et d'encadrement des patientes, et ça c'est pas palpable, c'est pas en nombre qu'on peut forcément le faire. Donc dire qu'il nous faudrait peut-être dans des accouchements prématurés, par exemple, ces femmes-là, il nous en faudrait que 6 parce que c'est un temps fou. On passe auprès d'elles, on les emmène en néonat, on leur explique, etc. Et puis peut-être 8 patients qui ont accouché tout à fait normalement, avec peut-être une césarienne, mais il n'y avait pas de pathologie à la base. Et finalement, c'est un peu plus simple parce qu'elles vont bien et qu'on peut s'occuper d'un peu plus de patientes. Mais qu'on ait un statut médical ou pas, s'il faut plus de sages-femmes, il y en aura plus. Oui, c'est des. Alors, on va passer aux questions du public. On est vraiment dans un bon timing. Hein. On est à 1h24 de discussion, on a 2 heures de salle, donc c'est super. Je remercie déjà les intervenants de la qualité de leur intervention, et surtout du calme qu'elles ont fait preuve, au vu quand même des différents commentaires qu'on a eu sur Facebook qui nous annonçaient punching ball et plutôt tiré. Je félicite tout le monde de ça. Mais je mets en garde maintenant le public. Je vais vous demander de lever la main. Moi, je vais vous comptabiliser et puis je vais par ordre, je vous passerai la parole, mais d'être dans le même esprit. Oui. Une question pour Caroline, parce que en fait, c'est simplement pour savoir si j'ai bien compris. Et pour moi, il y a une confusion de vocabulaire, parce qu'il y a toujours un moment où je suis perdue. Donc, c'est par rapport à la filière 2. La filière 2, le titre 2. Voilà. Le titre 2. Donc, vous souhaitez que les sages-femmes aient un statut médical au sein de ce titre 2, en gardant leur spécificité de fonctionnaire de la fonction publique. C'est ça le titre 2, c'est ça que vous avez, donc c'est bien, j'ai bien compris. Quand je dis ça, c'est clair. Alors, c'est là où pour moi c'est confus, si vous voulez bien m'éclairer, c'est pourquoi tout d'un coup, on refait référence, comme vous venez de le faire, à ce statut de praticien hospitalier hors fonction publique. Vous ne parlez pas de la même chose quand vous dites titre 2, statut médical, fonction publique? Le statut médical, pour les sages-femmes, il sera calqué sur le statut de praticien hospitalier. C'est-à-dire qu'on prendra toutes les caractéristiques. C'est là que je ne comprends pas. Je me permets de vous interrompre parce que j'aimerais vraiment sortir d'ici en ayant compris. Non, mais je pense que... Non, mais c'était... Je préférais qu'elle me réponde. Voilà. Donc, vous parlez d'un statut qui serait le même que les PH, hors fonction publique ou dans la fonction publique? Qu'est-ce qu'on vient de vous dire depuis le début? C'est ce que je n'ai pas compris.
De la fonction publique. De la fonction publique. Bon, bah alors, quel est le... Je ne comprends pas tout ce que vous venez de nous expliquer. Donc, c'est-à-dire que ce statut, il serait le même pour les libérales et pour les hospitalières, intégré dans la fonction publique pour les hospitalières, hors fonction publique pour les libérales, elles n'ont pas besoin d'un statut pour elles. Les libérales, c'est une profession médicale, elles sont praticiens en ville, au même titre que toutes les professions médicales, donc les dentistes et les médecins. À la sécurité sociale, quand vous négociez, quand on parle de praticiens, on parle des 3 professions médicales. Ça, c'est très clairement identifié pour les législateurs. Pour l'hôpital, le statut dont on parle, du titre 2, c'est à l'hôpital. C'est pas les libérales, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai une autre question. Donc, compris, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Donc, le statut de praticien sage-femme, ou de praticien hospitalier sage-femme, ou de praticien en maïeutique, peu importe comment il va s'appeler, il s'agit de calquer le statut de praticien hospitalier dans le titre 2, dans lequel nous serons, qui va nous identifier. En sachant que, ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs médecins, notamment des catégories de médecins qui veulent intégrer le titre 2, qui sont PH actuellement, qui voudraient basculer leur statut dans le titre 2. S'ils y ont pensé, c'est que c'est faisable, déjà. Et en fait, on a eu confirmation qu'effectivement, il était possible, comme on va tricoter finalement notre statut propre à nos compétences et à notre profession, de créer un titre 2. Et ma deuxième question, mais bon, c'est peut-être une question philosophique, c'est par rapport à ce que vous expliquiez d'un nouveau fonctionnement et de cette maille, je dirais, de sage-femme libérale pour qu'il y ait une prise en charge possible d'une maman qui aura accouché, qui sortira 24 heures, etc. Tout ça, je l'ai bien compris. Aussi, ce premier recours, j'espère que j'ai compris, qui permettra aux mamans de pouvoir choisir, aux femmes de pouvoir être choisies, d'être suivies en libéral, etc. Et moi, la question, c'est qui dit fonction publique dit service public. Quel type de service, pourquoi ce service public il existe aujourd'hui? Pourquoi il existe tout ce côté libéral? Moi je pense, si vous voulez, à toutes les situations de précarité qu'on a à l'hôpital, et sans parler aux précarités fortes, à la majorité des foyers qui ont un salaire très moyen, comment ce recours au libéral sera accessible pour ces personnes si à 20 ans, comme vous le disiez, cette fonction publique n'existe plus? Est-ce qu'on a pensé aux femmes dont aujourd'hui on s'occupe? Alors, pour répondre sur ça, les missions de service public qu'on a quand on travaille à l'hôpital, qu'on soit médecin, PH, sage-femme, peu importe, on sait ce qu'on y met, nous, dans cette idée-là, le service à la population, qu'elle soit pauvre, riche, peu importe. Et donc, ce système-là, on le connaît bien, et c'est aussi pour ça qu'on est à l'hôpital. On est bien d'accord. Et donc cet hôpital, malheureusement, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, il est attaqué de toutes parts, et globalement le service public, parce que les semi-privatisations, etc., j'injecte un peu d'argent, puis le privé y met, enfin bref. Malheureusement, on a affaire aussi à des politiques qui le détricotent. Donc on fait comme on peut pour le conserver, mais quand les politiques de santé, parce qu'en Europe ça marche mieux, c'est ça aussi, c'est qu'on se calque sur l'Europe, c'est comme ça parce qu'on fait partie de l'Europe. Quand on voit qu'en Suède, en Angleterre, aux Pays-Bas, il y a des usines, notamment en Suède, avec des 7000 accouchements, mais en parallèle, un service libéral très fort, qui fonctionne très très bien justement, et qui s'est très bien articulé. Et donc, ce qu'on fait actuellement, on parlait de fermeture de petites maternités, mais maintenant on ferme des maternités de 2000 à 3000 accouchements pour faire des pôles de 6000. Oui, il y a l'hôpital Saint-Antoine, il y a 2 ans, oui c'est ça, il y a 2 ans, qui a fermé, il faisait 2500 accouchements et la maternité était neuve de 3 ans. Oui, mais vous évoquez, à un moment donné, un tissu libéral qui fait partie du Nord. Vous n'avez pas parlé de l'Italie, de l'Espagne, où je regrette, parce que ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne moins bien. Ouais. Ah, Et oui. les chiffres sont moins bons. Oui. Donc on se base aussi sur Je vais me permettre de donner la parole à
Bon, moi, je voulais juste donner un petit peu quelques précisions parce que je rebondis sur la question de Marie. La connaissance que l'on a toutes du statut des fonctionnaires et la connaissance que l'on a du code de la santé publique. Je crois qu'on parle de titres, on parle de livres, on parle de parties. Et moi, je voudrais être un peu pédagogue, puisqu'après tout, ça fait partie de mes fonctions, et juste vous reclarifier à toutes, là, ce qu'est le statut général des fonctionnaires. Annie-Claude, tu me corrigeras si je me trompe. Le statut général des fonctionnaires dépend de 4 lois en France. Et à ces 4 lois forment chacune un des titres de ce statut des fonctionnaires avec. Premièrement, le titre 1 correspond aux dispositions générales qui règlent la vie des fonctionnaires. C'est issu de la loi 83-634 du 13 juillet 83 qui porte droits et obligations des fonctionnaires, qui était la loi Le Pors. Ensuite, il y a le titre 2 qui est consacré à la fonction publique d'État. Ce titre 2 correspond à la loi 84-16 du 11 janvier 1984 qui porte dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État. Donc dans la fonction publique d'État, ce sont principalement des fonctionnaires des fonctions régaliennes de l'État, la police, la justice, mais aussi l'éducation nationale, pour représenter le gros des troupes. Et donc dans le statut d'éducation nationale, on y trouve les PUPH, et on y trouve les PH aussi, qui ont rejoint les PUPH parce que leurs émoluments viennent bien de l'université, comme ça vous a été dit là, qu'ils cotisent au niveau de la retraite, au niveau de l'université, que leur mutuelle est la MGEN. Donc pour vous donner le détail jusque dans la mutuelle. La fonction publique territoriale occupe le titre 3. Elle correspond à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui porte dispositions statutaires à cette fonction publique territoriale. Et vous savez qu'un certain nombre de sages-femmes exercent dans cette fonction publique territoriale, nos camarades qui sont dans les centres de PMI. Au niveau de la fonction publique hospitalière, nous sommes dans le titre 4 et ce titre 4 émane de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et qui porte relatif à nos dispositions statutaires. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce titre 4? On voit que le chapitre 1er est consacré aux dispositions générales des structures et des carrières et qu'à l'article 2, il est écrit, et vous y pourrez aller le voir sur le site Légifrance, le présent titre ne s'applique pas aux médecins, aux odontologistes et aux pharmaciens qui, eux, relèvent de l'autre partie de la fonction de praticien qui est au niveau de la fonction publique d'État. Et au niveau du Code de la santé publique, on s'aperçoit que cet article renvoie à l'article L6152-1 du Code de la santé publique et qu'il est consacré à la partie législative, 6e partie du Code de la santé publique, établissements et services de santé, livre 1er, établissement de santé, donc ça concerne cette partie du Code de la santé publique, le fonctionnement des établissements de santé, et le titre 5 y est consacré aux personnels médicaux et pharmaceutiques, et je vous conseille de lire le chapitre 2 qui est lié à l'exercice des praticiens hospitaliers. Dans le Code de la santé publique, vous devez savoir que la 4e partie de ce Code de santé publique, là je fais abstraction du statut de la fonction publique hospitalière, cette 4e partie du Code de la santé publique est liée aux professions de santé. Le livre 1er concerne les professions médicales et effectivement, dans le titre 4 de ce livre 1er de cette 4e partie du Code de la santé publique, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le titre 5 est consacré à la profession de sage-femme. Et on ne retrouve plus après la profession de sage-femme, alors qu'on devrait la retrouver dans le Code de la santé publique, associée au titre 5 de la 6e partie consacrée aux établissements de santé. Donc ça, je voulais vous le dire à toutes pour que ce soit clair dans votre idée, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut savoir aussi, et là je demanderai à Annie-Claude aussi de confirmer ce que je voudrais dire, c'est que dans le titre 4 de la fonction publique hospitalière, lorsqu'on discute des statuts des sages-femmes, ces statuts, il faut savoir que les augmentations salariales que l'on peut obtenir, elles sont bornées, parce que les sages-femmes ne peuvent pas évoluer plus que d'autres personnels de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Annie-Claude, tu sais très bien qu'il y a une partie, on ne peut plus aller au-delà. Alors,
C'est bon, Véronique? Oui, j'ai terminé. Bon, d'abord, je te remercie, Véronique, parce que la dernière fois que à une assemblée générale au CHU, j'ai essayé